Très bien. Parfait. Eh bien, tout d'abord, je vous remercie d'être présent aujourd'hui pour cette démo du DeepL. Alors, nous aurons qu'une heure pour présenter le DeepL et si vous avez déjà été sur la plateforme, vous saurez que c'est une plateforme qui est assez compréhensive et qui a beaucoup de technicités différentes. Donc, nous allons essayer de faire le tour assez rapidement. Bien sûr, s'il vous reste des questions après cette démonstration, je vous enverrai plusieurs liens et vidéos pour continuer à comprendre plus en profondeur la plateforme et vous pourrez aussi contacter nos techniciens pour avoir des conseils au besoin. D'accord. Donc, le DEEP s'appelle la Data Entry and Exploration Platform, d'où le DEEP. Donc, c'est une plateforme d'entrée et d'exploration de données. Oui. Hop. À propos du DEEP, le DEEP, donc comme je le disais, cette plateforme de saisie d'exploration de données est une initiative conjointe comme un logiciel open source et elle offre des services de gestion de données. Donc, tout d'abord, c'est une plateforme intelligente qui est en ligne et qui appuie l'analyse humanitaire de façon collaborative. C'est également une suite d'outils pour utiliser les données qualitatives et non pas quantitatives, des données qui sont non structurées. Et c'est une suite d'outils qui favorise la transparence et le partage des données. Enfin, ne vous inquiétez pas, hein, je vais vous partager le PowerPoint si vous avez besoin plus tard. C'est D'accord. enfin un cadre analytique personnalisable qui permet diverses utilisations comme la revue de données secondaires, le suivi des médias, l'analyse de protection, etc., etc. Nous allons voir tout ça un peu plus en détail maintenant. Le conseil d'administration du type, comme vous pouvez le voir, est majoritairement composé d'organisations humanitaires. Donc, vous avez, que ce soit des ONG ou que ce soit des agences onusiennes. Vous avez OCHA, vous avez UNHCR, OHCHR, vous avez également IMAP, Impact, IDMC, Ocular Analytics. Au secrétariat du DEEP, vous avez Danish Refugee Council et le partenaire technique Data Friendly Space, dont je fais partie, qui est vraiment l'organisation, l'ONG, qui s'occupe majoritairement de tout le développement du DEEP, la maintenance du DEEP, mais qui est aussi l'organisation qui travaille le plus sur le DEEP en tant que tel, avec des revues de données et de l'analyse. La plateforme du DEEP. Donc, ce que nous allons voir pendant la démonstration aujourd'hui, c'est cette plateforme-là. Quand vous arrivez, quand vous cherchez thedeep.io, vous allez tomber sur cette plateforme-là. Et ensuite, vous arriverez, une fois connecté, sur la plateforme en tant que telle, avec vos projets et différentes solutions techniques que vous pouvez utiliser, que ce soit en termes de tagging ou d'analyse. Encore une fois, je vais y venir maintenant. D'accord. Alors, les principes et les flux d'analyse. Le DEEP donc, a été créé vers 2016 et il a toute une suite d'outils qui sont capables de suivre le cycle d'analyse. Alors, pas entièrement. Ce que vous allez voir en bleu clair, là, sur les côtés, c'est tout ce que le DEEP est capable de faire pour l'instant. Et en bleu foncé, ce que notre équipe de recherche et développement voudrait pouvoir mettre en place pour le DEEP, mais qui n'est pas encore possible entièrement à ce jour. Donc, sur le DEEP, vous pouvez déjà vous pouvez créer votre cadre d'analyse quand vous avez des projets de recherche. Ensuite, vous pouvez collationner, c'est-à-dire mettre vos Registre. documents, tout ce qui est registre d'évaluation, donc toutes les évaluations qui sont faites sur le terrain, needs assessments par exemple. Grâce à ces documents qui sont mis en commun, vous avez la structuration. C'est là que vous aurez tout ce qui est tagging, donc le registre de données. Une fois que vous aurez tagué vos documents et donc les données qui vous intéressent. Ensuite, une fois qu'on a créé notre cadre d'analyse, collationné nos documents, structuré nos données, on peut explorer avec le module d'analyse. C'est quelque chose qui est tout à fait nouveau sur le DEEP et qui permet d'analyser directement grâce au DEEP les données que vous avez déjà structurées. Ensuite, notre équipe souhaiterait pouvoir mettre en place dans les années à venir l'analyse conjointe et le suivi de situation et suivi de risques qui seront dès lors directement disponibles sur le DEEP. Pour l'instant, les fonctionnalités s'arrêtent à l'exploration, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez exploré les données structurées,
pouvez tout à fait les exporter et utiliser d'autres logiciels comme Power BI ou comme Tableau pour en faire autant des graphes quantitatifs que des rapports d'analyse. Voilà où nous en sommes. À savoir que le DIP se base sur des projets. Donc, si vous allez sur le DIP et que vous ne créez pas de projet, vous ne rejoignez pas de projet, vous n'aurez pas accès à des données. Le DIP est complètement collaboratif, donc nous essayons de limiter les projets confidentiels et d'avoir le plus de projets qui peuvent se partager, bien qu'il faille demander l'accès aux projets qui nous intéressent. Mais voilà, tout est fait à partir de projets. Il faut savoir aussi que l'aspect collaboratif se retrouve à la fois dans cet accès au projet, qui normalement est assez facilement ouvert à tous, selon les projets, bien sûr. Certains peuvent être confidentiels ou limités dans leur audience, mais aussi en termes de cadre d'analyse, puisque la création de cadres d'analyse permet l'utilisation de ces cadres par tout autre utilisateur. Celui qui a mis en place le GIAF, Joint Intersectoral Analysis Framework, que vous devez connaître puisque c'est celui qui est le plus utilisé dans le monde humanitaire. Celui qui l'a mis en place sur le DIP permet à tous les autres utilisateurs d'utiliser ce cadre d'analyse pour leur propre projet. Mais nous allons, encore une fois, y venir et voir ceci pendant la démonstration. L'utilisation du DIP. Donc, à quoi nous sert le DIP? Comme je l'ai dit juste avant, le DIP, c'est vraiment pour collecter les documents, les données, les structurer et les analyser. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données secondaires? On peut, là, ce sont les produits qui ont été faits par DFS et le DIP. On peut soutenir le Humanitarian Needs Overview, donc les rapports de besoins humanitaires, quel que soit le pays, grâce à ces données pour soutenir aussi les données primaires et les clusters. C'est ce qui a été fait en Ukraine. Le DFS a travaillé pendant près de 2 ans sur des projets d'analyse grâce au DIP en Ukraine et a donc permis de soutenir les données nécessaires pour le HNO. Vous avez également tout ce qui est search analysis, donc les analyses rapides quand il y a des événements, des catastrophes qui sont rapides telles que le tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Donc c'est ce qui s'est passé également avec DFS qui a aidé IFRC à faire un monitoring en Turquie après le tremblement de terre. Pour avoir des données le plus rapidement possible en s'appuyant sur tout type de données, que ce soit les médias, que ce soit les statistiques gouvernementales, etc., alors que les évaluations de besoins n'étaient pas encore mises en place par les ONG, ce qui est souvent le cas dans les crises qu'on appelle les surges. Vous avez aussi tout ce qui est projets qui nous permettent de partager les évaluations. Puisque grâce au DIP, on peut faire un registre des évaluations de besoins, les catégoriser et ainsi les partager à tous les partenaires qui voudraient voir quelles ont été les évaluations. Ça permet notamment d'éviter la duplication d'évaluations sur le terrain ou simplement d'avoir un Humanitarian Information Landscape, donc un paysage d'informations humanitaires, savoir qui a cherché ces informations, qu'est-ce qu'on sait comme information. Vous avez également tout ce qui est l'analyse des scénarios. Au Soudan, il y a eu un projet par DFS qui a permis la collecte de données afin de mettre en place, de décrire des scénarios possibles et potentiels pour les années à venir. Bien sûr, on ne s'appuie pas seulement dans ce cas-là sur les données secondaires du DIP, mais elles sont un premier échelon pour ensuite faire une analyse grâce au personnel et cette analyse la soumettre dans des workshops, donc dans des groupes de travail avec des personnes sur le terrain, d'autres partenaires sur le terrain et produire ce qu'on appelle analysis, des scénarios analysis. Et bien sûr, on peut tout à fait faire aussi simplement des analyses de situation ou des analyses thématiques. On choisit un thème, que ce soit un groupe de personnes vulnérables, que ce soit un secteur en particulier ou un sous-secteur, ou que ce soit simplement les conditions humanitaires dans un pays sur un mois. Continuons. Les grandes lignes de notre démonstration aujourd'hui du DIP, on va voir comment on collecte les données avec l'extension Chrome, par exemple, avec les connecteurs, comment on structure les données grâce au cadre d'analyse, au tagging, au Natural Language Processing, NLP, dans le DIP,
comment on visualise et exporte les données et le module d'analyse. Donc, comment maintenant, grâce au DIP, on peut directement faire de l'analyse ou au moins de l'analyse summarize, de résumé, directement sur le DIP, avant qu'il y ait le personnel qui le fasse. Alors, nous allons maintenant passer à la démonstration. Je vais vous demander 1 minute ou 2 pour changer simplement mon partage d'écran. Oui, Hélène, Oui, il y a une personne qui demande l'accès. attendez que je puisse voir. D'accord. Euh, Eh ben, ça peut pas non plus. Parce que fonctionne quand même. Normalement, Pepe, if you're around, can you see if you can let the new person in? Yes, I told Marian, she's done it already. Très bien, merci beaucoup. Mes collègues vont faire entrer la personne. Je vais continuer le temps que ce soit fait. Alors, est-ce que vous pouvez voir correctement mon écran du DIP? Oui, je le vois très bien. C'est bien. Très bien. Je le vois Alors, très bien. donc, quand vous cherchez thedeep.io, vous allez tomber sur cette page. Ce qu'il va falloir faire, je vais aller très rapidement parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. On va cliquer sur Access Deep. Bien sûr, il y a d'autres fonctionnalités sur cette page, telles que euh, le support du desk, les ressources que vous pouvez trouver ici également, les partenaires, les contacts. Là, vous aurez un résumé de toutes les solutions techniques qui ont été mises en place. D'accord? Vous pouvez aussi aller sur Get Started, qui vous permettra de tomber sur la page Zendesk, qui vous donne à la fois le résumé de ce qu'est le DIP, mais aussi qui vous mènera au guide d'utilisation, qui est en anglais et en français. Mais si on veut aller directement sur la plateforme, hop, il faudra cliquer sur Access Deep. Donc là, nous allons être sur mon site. Vous devrez tomber sur une page d'authentification où vous pourrez soit créer votre compte grâce à l'authentification humanitaire, le HID, ou grâce à votre adresse email personnelle ou votre adresse email professionnelle. Nous conseillons toujours de passer par votre adresse email professionnelle si vous ne passez pas par HID, simplement pour des raisons d'accès. Puisque quand vous demandez de l'accès à un projet sur le DIP, il est souvent préférable pour la personne qui reçoit la demande d'accès de voir dans l'adresse email à quelle organisation humanitaire vous appartenez. Vous aurez aussi sur la page de connexion et d'inscription au DIP toutes les conditions de privacy of data, de sécurisation des données. Donc, vous pourrez cliquer aussi sur ce lien pour en savoir plus. Une fois que vous êtes inscrit et que vous êtes sur le DIP, vous aurez cet écran. Par contre, comme moi, je suis sur le DIP depuis plus de 5 ans, il me semble, mon écran est assez rempli, comme vous le voyez. Le vôtre, bien sûr, pour une première utilisation, sera assez vite. Vous n'aurez pas toute l'activité par projet puisque vous serez sur très peu, voire aucun projet. Vous n'aurez pas ces chiffres-là qui correspondent à combien j'ai de projets sur lesquels je travaille et combien j'ai ajouté de documents depuis mon début de travail sur le DIP. Également, ici, vous verrez les projets les plus récents sur lesquels j'ai travaillé, qui sera le cas pour vous. Alors, une fois que nous sommes sur cet écran, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de rôles pour quelqu'un qui va travailler sur le DIP. Il y a l'administrateur qui va pouvoir créer les projets, lancer un projet, mais qui ne sera pas forcément celui qui va collecter les données et les structurer. Il y a ce qu'on appelle le tagger ou ce qu'on appelle aussi le contrôleur de qualité. C'est celui qui ne va pas créer le projet, mais qui va, lui, collecter les documents
et structurer les données. Et ensuite, il y a aussi, bien sûr, la personne qui va juste vouloir voir les données, qui ne va pas forcément ni créer, ni structurer, mais simplement venir comme un observeur, si on peut dire ça comme ça en français, du projet. Auquel cas, ces trois personnes peuvent avoir beaucoup de fonctionnalités différentes sur le DIP. Euh, et vous pouvez tout à fait être sur le DIP sans travailler dessus. Pour information, sur le projet de Turquie, après le tremblement de terre, il y avait plus de 150 utilisateurs sur le projet, si je ne m'abuse, dont la plupart n'étaient que des observeurs et n'ont pas structuré les données. Mais ils pouvaient voilà, voir les données par catégorie du cadre d'analyse, les exporter pour ensuite en faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire soit de l'analyse pour des rapports, soit juste simplement de la compréhension, soit du filtre pour avoir par catégorie ce dont ils ont besoin, ou alors, comme je disais avant, utiliser Power BI pour avoir des graphes quantitatifs, etc. Une fois que nous sommes sur cette page, si nous sommes un administrateur, nous voulons créer un nouveau projet. Nous allons cliquer sur ce bouton, Set up a new project. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre un qui existe déjà pour que ce soit plus rapide pour vous montrer, mais ce sera ici que vous cliquerez, vous. Voilà. Une fois que vous allez cliquer sur Set up a new project, ici, vous allez avoir toutes les catégories à remplir pour que votre projet puisse être fonctionnel. Bien sûr, le titre. Si votre projet est un projet pilote ou un projet test, il faudra bien sûr le mettre ici, puisque sinon, le DIP a besoin d'enregistrer ça pour sa compréhension des projets. Le début du projet, la fin de projet s'il y en a une, la description, donc vous pourrez expliquer ce qu'est le projet, et c'est ce qui va apparaître pour les personnes qui pourraient chercher des projets et voudraient y accéder. Ensuite, vous pourrez mettre l'organisation qui possède le projet, ici c'est Data Friendly Space, les partenaires internationaux qui font partie de ce projet, les partenaires nationaux qui font partie de ce projet, les entités gouvernementales et les bailleurs de fonds. Alors, nous conseillons par rapport au registre des évaluations et au dashboard de les mettre en place, enabled, puisque ça vous permettra d'avoir une meilleure vision de vos données une fois qu'elles seront collectées et structurées. Pour le partage des documents, nous conseillons au maximum de rendre tous les documents publics, puisque, une fois encore, cette plateforme est une plateforme open source qui se veut collaborative et facile d'accès. Il est possible de faire que les projets soient confidentiels ou que les documents soient restreints, mais nous préférons, auquel cas, que vous contactiez l'équipe du DIP pour en parler, puisque c'est vraiment dans des cas assez rares que nous autorisons la confidentialité, qui est possible bien sûr, mais qui n'est pas préférée. Une fois que c'est fait, vous avez tout ce qui est zone géographique. Alors là, vous avez les codes HDX qui sont déjà mis en place. Vous avez simplement à choisir votre pays, vous ajoutez ici le pays que vous souhaitez, et ce sera automatiquement mis en place. Bien sûr, si vous avez vous-même des codes géographiques que vous préférez utiliser plutôt que les HDX qui sont déjà mis en place, vous pouvez nous contacter et nous vous aiderons à mettre ça en place. Ensuite, on passe aux utilisateurs. Ici, vous pourrez ajouter tout simplement les utilisateurs qui sont déjà inscrits, voilà, sur votre projet pour qu'ils puissent avoir accès directement sans avoir à demander l'accès. Vous mettrez le rôle administrateur, ça veut dire qu'ils peuvent changer tout ce que vous êtes en train de faire sur le projet. Ils peuvent changer le framework, le cadre d'analyse, ils peuvent changer les zones géographiques. Si vous voulez quelqu'un qui peut simplement taguer, structurer et avoir une vue sur les données, ce sera un membre. Et si vous voulez juste quelqu'un qui observe mais qui ne peut pas structurer, qui ne peut pas changer le projet, ce sera un reader, donc un observateur. Les badges ne sont pas nécessaires, c'est seulement pour quand nous avons des personnes qui vérifient la qualité des données. On peut le mettre ici, mais ce n'est vraiment pas nécessaire. De même, les groupes d'utilisateurs, c'est simplement quand on veut mettre un groupe entier sur soit la collecte de données, soit la revue de qualité, mais ce n'est pas quelque chose de nécessaire non plus. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait, nous passons au cadre d'analyse. Il y a 3 options pour le cadre d'analyse. Soit vous créez votre propre framework, donc avec le titre, avec l'organisation, et vous allez créer le tagging primaire, le tagging secondaire, où vous mettrez toutes vos catégories.
ça peut arriver, puisque ça arrive selon les secteurs et les clusters, d'avoir des cadres d'analyse très spécifiques aux besoins en données en formation. Ça a été le cas, par exemple, au PAF, le Protection Analytical Framework, qui a été mis en place par DRC il y a quelques mois déjà. Mais sinon, vous avez deux autres options. Soit utiliser un framework qui est déjà mis en place. Nous conseillons souvent d'utiliser le GIAF, puisque le GIAF est le cadre d'analyse qui est généralement utilisé dans le monde humanitaire. Et auquel cas, alors, excusez-moi. Auquel cas, voilà. Auquel cas, vous avez juste à sélectionner ce cadre d'analyse et vous aurez déjà toutes les catégories. C'est la deuxième option. La troisième option, c'est de décider d'utiliser un de ces cadres d'analyse, que ce soit le GIAF ou un autre, et de le dupliquer. Et en le dupliquant, on peut en faire des modifications. Voilà. Donc, vous cliquerez sur Clone Framework et ainsi, vous accéderez à une page qui vous permettra de faire des modifications sur ce cadre d'analyse tout en gardant la structure principale. Une fois que vous aurez choisi votre cadre d'analyse, vous avez tout ce qui est connecteur. Alors, les connecteurs peuvent s'ajouter ici, mais une fois encore, vous pourrez aussi le modifier plus tard. Un connecteur, c'est quoi? C'est connecter votre projet avec des plateformes sur lesquelles on met directement les documents humanitaires. On peut penser notamment à Relief Web. Il y a aussi UNHCR. Et si vous avez Humanitarian Response, même si le site web est caduc maintenant, la plupart du temps, nous conseillons d'utiliser Relief Web. Alors, vous mettrez votre titre de connecteur, par exemple, Relief Web publié. Vous cliquerez sur Relief Web et vous pourrez mettre le pays qui vous intéresse, disons Koweït, et quand est-ce que ces documents ont été publiés, ceux qui vous intéressent. Si vous voulez faire une analyse de situation sur les 3 derniers mois, vous mettrez les 3 derniers mois. Si vous voulez faire sur la dernière année, vous mettrez la dernière année, etc. etc. Et ensuite, vous mettrez en place ce connecteur qui apparaîtra comme ici, vous voyez, et qui vous dira que les 7 derniers jours, vous avez eu 29 nouveaux documents, 175 les 30 derniers jours, et au total, depuis qu'on a mis en place le connecteur ou depuis la date d'entrée du connecteur, vous avez 624. Une fois, mais bien sûr, une fois encore, les connecteurs ne sont pas obligatoires. Alors, je vais fermer une fois que toutes ces catégories seront mises en place, vous aurez créé votre projet. Votre projet apparaîtra ici et également dans les autres sections du DIP. C'est maintenant que nous passons aux autres rôles des personnes qui travaillent sur le DIP. Donc, vous avez ensuite l'utilisateur que nous appelons soit le tagger, pardon, ou le SDR Officer, donc Secondary Data Review Officer, ou le Quality Controller. Celui-ci va pouvoir ouvrir le projet que vous avez créé et taguer. Alors, hop. Donc, disons qu'il ouvre le projet que vous avez créé. Tout d'abord, il a cette opportunité de faire entrer des documents. Donc, comment on ajoute des documents? Il y a plusieurs façons d'ajouter des documents. On peut ajouter des documents à partir des connecteurs que je vous ai montrés tout à l'heure. Vous aurez cette petite feuille-là, et en fonction des documents, vous pourrez cliquer dessus, voir quels sont ces documents, à quoi ils correspondent, et voilà, vous aurez un aperçu pour certains documents, normalement pour la plupart, parfois les aperçus ne fonctionnent pas, mais normalement la plupart fonctionnent. Donc, vous pourrez voir et décider si ce document correspond à quelque chose que vous voulez ajouter à votre registre de documents pour structurer les données. Si tel est le cas, vous allez simplement cliquer et ajouter. Voilà. Une fois que vous avez ajouté ces connecteurs, ces documents vont apparaître ici dans cette liste. Il y a d'autres façons d'ajouter ce qu'on appelle des sources en anglais, des documents sur le DIP. Vous pouvez ajouter des documents directement de votre ordinateur. Voilà, simplement. Ou de votre Drive, de votre Dropbox. Et ça apparaîtra ici, et vous n'aurez plus qu'à ajouter les noms, les dates de ces documents. Ensuite, c'est également possible d'ajouter à partir d'un site web. Alors,
Bien sûr, vous pouvez ajouter l'URL de votre site web en passant par là, mais ce que nous conseillons, c'est surtout d'ajouter l'extension Chrome. C'est très utile, c'est très rapide et ça remplit tous les champs de vos documents directement pour vous. Donc, l'extension Chrome, il vous suffit de l'ajouter. Bon, là, je l'ai déjà, donc forcément, de l'ajouter à Chrome. Et voilà. Alors, si vous avez l'extension Chrome, excusez-moi, je vais essayer de chercher un document sur Relief Web. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui, très bien. Alors, si je veux un document... Updates, voilà. J'ai décidé que je veux... Attendez. Ce document, eh bien, je vais simplement cliquer sur l'extension Chrome. Et comme vous voyez ici, quand l'extension Chrome apparaît, vous avez déjà le titre du projet, vous avez déjà l'URL, le titre, le projet, pardon, l'URL, le titre du document, quand est-ce qu'il a été publié, qui est-ce qui a signé. Vous pouvez changer. Si vous voulez que ce soit un de vos collègues qui le tag, vous pouvez changer la signer. Où est-ce que vous l'avez trouvé, Relief Web, et qui est-ce qui a publié IOM auquel cas. Et vous pouvez ensuite simplement enregistrer. Il va apparaître ensuite dans votre, dans votre liste de documents de votre projet. À savoir que si, par exemple, un autre collègue veut faire la même chose que vous et qu'il va sur la même page que vous et qu'il essaye de sauvegarder, il y aura un message d'erreur si le DIP reconnaît que c'est 2 fois le même document, ce qui vous permet d'éviter des duplications d'import des documents. Alors, donc, nous sommes de retour ici. Donc, j'ai expliqué déjà comment on collecte les documents. Maintenant, la deuxième rôle de votre tagger ou quality tagger ou SDR officer, c'est de structurer les données. Donc, comment on structure les données? On va aller sur... On va aller sur ce document. J'ai choisi d'aller sur ce document. Simplement, vous voyez toutes les catégories qui apparaissent ici. Est-ce que ça a été déjà tagué? Quand est-ce que ça a été créé? Qui est différent de publier. Le titre de votre document, l'organisation qui a publié ce document, quand est-ce que ça a été publié et qui l'a ajouté et qui est responsable de ce document. Vous avez choisi votre document à taguer. Je vais aller sur taguer mon document. Je tag mon document. Vous avez 2 solutions à partir d'ici. Taguer votre document. Soit vous choisissez, donc là, vous voyez, vous avez plusieurs façons de voir votre document. Simplifier, c'est ça qui va vous permettre de faire vos tags, vos entrées. Original, si vous voulez vraiment voir à quoi ressemble le document. Vous pouvez aussi le voir en plus grand en cliquant ici et prendre des photos si besoin, c'est-à-dire si ce sont des images que vous voulez aussi intégrer dans votre collecte de données, vous pouvez prendre des photos ici. Mais on va rester sur le texte pour l'instant. Alors, pour le texte, vous avez 2 solutions. Soit vous allez choisir votre entrée, ce qu'on appelle Accept Entry. Vous allez cliquer sur votre entrée. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez ajouter cette entrée, Add Entry. Et là, vous allez être capable de pouvoir choisir les catégories de votre framework. Donc, si mon entrée, c'est de l'impact sur les personnes en termes de food security, je peux cliquer ici. S'il y a aussi du contexte, etc. Et je vais aussi pouvoir faire la même chose sur mon secondary data tagging. Alors, déjà, je l'ajoute. OK. Et alors, peut-être qu'il n'y a pas de secondary data tagging sur ce document, sur ce framework, mais normalement, vous serez aussi, si vous avez un secondary tagging sur votre projet, vous pourrez aussi cliquer ici et faire la même chose que ce que je viens de faire là. C'est-à-dire cliquer en fonction de quelles sont les personnes qui sont affectées dont on parle dans cette entrée. Voilà. Alors, ensuite, ce que vous pouvez faire également, la deuxième, ça c'est ce qu'on appelle du tagging manuel, qui était le tagging qui était le seul mis en place sur le DIP pendant des années. Aujourd'hui, notre équipe de développement a mis en place ce qu'on appelle le tagging automatique. Pour ce faire, vous allez devoir cliquer sur NLP, Natural Language Processing, Extract and Classify. Voici. Et normalement,
vous aurez, en cliquant vous devrez cliquer sur un bouton qui va vous demander de faire la classification automatique et vous aurez ce type d'entrée qui apparaîtra. D'accord? Donc, ça veut dire que l'ordinateur lui-même a choisi de taguer cette entrée-là et a déjà choisi les catégories du cadre d'analyse. Voilà. Et si vous êtes d'accord, soit vous pouvez changer si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il a choisi l'ordinateur, soit vous pouvez modifier également, bien sûr, l'entrée. Et ensuite, si vous êtes d'accord, vous pouvez ajouter les entrées. En faisant ça, vous allez vous retrouver directement avec, comme vous voyez ici, un bon nombre d'entrées qui est automatiquement ajouté par l'ordinateur et qui vous fait gagner beaucoup de temps. Dans le cas où vous n'avez pas le temps de faire du tagging automatique, vous préférez revoir le tagging de l'ordinateur. Pensez bien à sauvegarder régulièrement, puisque comme le DIP est une plateforme qui est assez lourde, il se peut parfois que dans certains contextes où les connexions Internet sont mauvaises, ou si la connexion saute, tout ce que vous avez fait est perdu si vous n'avez pas sauvegardé avant. Donc, pensez bien à sauvegarder régulièrement quand vous faites du tagging ou de l'analyse. Alors, hop, je ferme mon document. Et donc, quand vous aurez tagué, vous verrez le nombre d'entrées qui aura été ajouté ici, par exemple, 14 entries qui sont ajoutées sur ce document, et on voit bien que le document est en progress, ça veut dire qu'il est en train d'être tagué. Si je clique sur les entrées, j'aurai toutes les entrées qui ont été taguées pour ce document, que je peux modifier, edit si besoin, et que je peux vérifier si je suis un quality controller. Quality controller, c'est celui qui va pouvoir regarder si les entrées correspondent et la catégorisation, la structuration des entrées correspondent bien au cadre d'analyse et aux objectifs du projet. Une fois que c'est terminé, vous aurez aussi la possibilité de dire que ce document est fini d'être tagué et auquel cas vous aurez un sigle qui va se transformer ici en tagged et vous saurez ce qui est tagué. Alors, vous pourrez toujours filtrer, que ce soit vos documents, selon l'importance et la priorité de vos documents, en filtrant ici. Donc ça, c'est pour tout ce qui est document. Est-ce que ça a été tagué? Est-ce que c'est en progrès? Est-ce que c'est pas encore tagué? Quand est-ce que ça a été publié? Quand est-ce que ça a été créé? Etc., etc. Vous avez toute une liste de filtres qui vous permet de voir différents documents selon vos besoins. De même pour les entrées. Vous pouvez tout à fait filtrer ici, quand vous avez besoin urgemment d'une entrée, de savoir une information. Vous pouvez filtrer selon votre cadre d'analyse et selon d'autres critères tels que la date de création, est-ce que ça a été contrôlé, ça veut dire est-ce que ça a été validé par vos quality controllers, ou alors de quel groupe affecté on parle quand ça a été mis dans le second level of tagging, et ensuite le cadre d'analyse en tant que tel. Donc si j'ai envie d'avoir tout ce qui parle d'économie, il me suffit de cliquer ici, de filtrer, ou tout ce qui parle de santé par exemple, hop, je vais avoir ici. Et j'ai les sous-secteurs également. Et ensuite, j'aurai plus qu'à apply et j'aurai tous les documents qui me donnent des entrées sur la santé comme je l'ai demandé. Et ensuite, je pourrais simplement cliquer sur les entrées qui vont apparaître ici. Et je pourrais facilement donc avoir accès aux données recherchées. Donc, pour en revenir au rôle du tagger ou du quality controller ou du SDR officer, il a pu ajouter un document, une source en anglais, il a pu structurer ses données, soit manuellement, soit de façon automatisée grâce au NLP. Maintenant, il va pouvoir visualiser ces données. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est possible pour les observeurs qui ne sont pas des utilisateurs. Alors, comment on va visualiser ces données? On va aller sur le dashboard. Dashboard, hop. Attendez, je vais vous en mettre une autre qui va vous permettre de voir plus de choses. Donc, vous avez toujours votre projet qui est là. Moi, j'en ai plusieurs, donc je vous demande plusieurs choses, mais bien sûr, vous avez toujours plein de projets qui sont là. Donc, maintenant, une fois encore, on a importé les documents, on a structuré les données. Maintenant, on va visualiser les données. Donc, le dashboard vous permet d'avoir vraiment une vue globale des données qui ont été collectées sur le DIP. Et si vous avez tout ce qui est chiffres, c'est-à-dire combien de documents ont été importés, combien d'entrées ont été taguées, combien il y a d'organisations qui ont publié. Et ici, quand vous serez sur
un projet où vous avez décidé de faire un registre des évaluations, vous aurez toutes les évaluations. Donc, les évaluations de besoins, les évaluations de besoins qu'on appelle coordonnées. Mais pour ça, une fois encore, il faut que vous-même ou votre équipe ayez fait, vous ayez structuré ces évaluations. L'évaluation de besoins harmonisés, non coordonnés, etc., etc. Vous avez aussi le nombre d'ONG, d'agences onusiennes, de secteurs qui sont pris en compte dans ces documents. Ici, vous aurez une carte que vous pouvez agrandir, que vous pouvez changer selon vos besoins pour comprendre dans quelle région de votre pays il y a eu le plus de documents qui ont été publiés ou les documents portent sur quelle région du pays. Donc là, vous pouvez agrandir, vous pouvez faire des heatmaps si c'est préférable pour vous, pour vraiment savoir où est l'information et savoir où l'information n'est pas également. Vous aurez tout ce qui est information par date, quand est-ce que ça a été tagué, information par les catégories du cadre analytique. Donc là, je vois que j'ai beaucoup d'informations taguées pour l'abri, shelter. J'en ai aussi beaucoup pour le logistique, dans tout ce qui est impact sur les services et les systèmes. J'en ai beaucoup moins sur la nutrition et beaucoup moins sur l'agriculture. Ça vous permet vraiment d'avoir une compréhension du paysage d'information humanitaire. De même pour les secteurs, pour les groupes affectés, vous voyez quels sont les secteurs où on a plus d'informations. Le profil humanitaire, donc vous savez tout ce qui est les groupes affectés, que ce soit les déplacés, les non déplacés, les réfugiés, les déplacés internes, les host households, etc. Donc, vous avez vraiment beaucoup de graphes qui peuvent vous permettre d'avoir une meilleure compréhension ou de mettre même dans vos rapports ce que DFS fait. Là, vous avez les auteurs, les principaux des documents en entier. Là, on avait beaucoup d'auteurs pris sur les médias. Ensuite, triés par agence onusienne, triés par ONG internationale, etc. Tout ça, vous pouvez bien sûr l'exporter. Il vous suffit d'exporter en PDF, en PNG ou le copier. Et vous pouvez ensuite jouer avec ces graphes selon vos besoins. Ça, c'est un premier dashboard que l'on peut voir. Ensuite, hop. Maintenant, je veux visualiser mes données en texte. Donc, je vais faire un export de mes données qui ont été structurées sur le livre. Je vais créer un nouvel export. Là, vous allez pouvoir filtrer de ce dont vous avez besoin. Quand est-ce que les documents ont été publiés? C'est un peu comme notre filtre tout à l'heure. Par exemple, si je veux que un export sur Food Security, je vais le mettre ici, Food Security ou WASH, etc. Il vous suffit d'appliquer ceci et vous aurez votre liste de documents qui en parlent et Start Export. Quand vous aurez votre export, vous aurez quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Alors, je ne sais pas. Je vous repartage parce que ça ne se montre pas. Voilà. Alors, là, si vous voyez bien mon écran, ça, c'est le type d'export que vous allez avoir avec les notes. Donc, le nom de votre projet, et ça apparaît ici, la fiabilité des sources, c'est la légende de fiabilité, bien sûr. Et ensuite, vous aurez la grande catégorie du cadre d'analyse que vous aurez choisi. Ici, j'avais choisi un export sur le PAF, le Protection Analytical Framework, pour avoir quelque chose en français. Donc, ce n'est pas le GIAF. Donc, on ne parle pas de food security, on parle d'autre chose. Ce sont des menaces pour la population. Les menaces contre la protection, c'est la sous-catégorie du cadre d'analyse. Et à chaque fois, vous aurez donc votre entrée avec un numéro très spécifique par entrée, qui est unique. La fiabilité de l'entrée, bien sûr, la fiabilité sera un peu moindre quand c'est des médias que quand c'est des assessments, etc. Ensuite, vous avez l'entrée elle-même et vous avez la source avec le nom de la source, la date de la source et le lien de la source. Et vous aurez ça pour tout. Alors, bien sûr, vous pouvez afficher avec le plan. Pardon, c'est pas celle-ci, c'est volet navigation, voilà, c'est ça. Et là, vous pourrez facilement naviguer d'une catégorie à une autre afin de voir les entrées par catégorie. Et grâce à ces entrées, vous pourrez faire votre analyse avec votre équipe manuellement. Voilà.
Maintenant, je retourne sur le DIP pour vous montrer les autres possibilités, fonctionnalités d'export des données. Juste une seconde. Alors, ok. Donc là, je suis de retour donc à ma session d'export. Là, donc, je vous avais montré comment on crée un nouvel export avec vos filtres, mais il est également possible, si je retourne en arrière, de créer un export des exports, non pas Word, mais Excel. Alors, voilà. Pour ce faire, vous allez, au lieu de cliquer sur Word, cliquer sur Excel. Nous recommandons de faire sur Word simplement parce que c'est plus facile d'avoir accès au volet de navigation et d'éviter les duplications d'entrée. Excel, comme c'est pas des données quantitatives et qualitatives, c'est pas toujours pratique, surtout pour copier-coller ou pour faire de l'analyse. Voilà, ça c'est votre autre façon d'exporter vos données et de pouvoir à la fois faire de la visualisation ou de l'analyse de données grâce à ça. Donc maintenant, on a vu vraiment les rôles des trois utilisateurs du type, celui qui est l'administrateur qui peut tout créer, mais qui n'est pas obligé de structurer, celui qui est le tagger ou SDR officer ou quality controller qui va toucher la donnée en tant que telle, mais qui n'a pas besoin de créer le projet, et l'observeur qui va pouvoir aller sur les dashboards pour vraiment comprendre et même exporter simplement pour avoir accès à toutes les données qu'il veut. Il y a un nouveau module que nous avons créé sur le DIP récemment, qui est tout nouveau, qui s'appelle le module d'analyse. Alors, quand je suis sur le module d'analyse, je vais pouvoir être sur mon projet, bien sûr, et créer de l'analyse. C'est-à-dire qu'au lieu de devoir exporter mes documents Word, comme je vous ai montré avec toutes mes entrées, et de le faire manuellement, je vais pouvoir faire soit manuellement mon analyse sur le DIP, soit la faire automatiser. Une fois encore, l'analyse automatisée du DIP, que je vous mentionnais avant, c'est de l'analyse de résumé, simplement. Il n'y aura pas d'analyse de comparaison, de l'analyse d'anticipation, comme peut le faire une personne elle-même. C'est dans les désirs de l'équipe DIP de pouvoir avoir de telles fonctionnalités plus tard, mais pour l'instant, c'est vraiment restreint à l'analyse de résumé. Alors, comment vous allez faire? Vous allez set up a new analysis. Là, vous mettrez votre titre, qui est le chef d'équipe. Quand est-ce qu'on commence l'analyse? La fin des données d'analyse. Donc, quelles données on va utiliser pour cette analyse? Si on a envie d'assigner quelqu'un en particulier, et quels sont les piliers de cadre analytique qu'on va utiliser pour cette analyse. Une fois que c'est fait, vous allez avoir ce qui ressemble à ça. Là, par exemple, c'est analyse pilote en Zambie. Là, vous pourrez éditer votre analyse, et là, une fois que c'est fait, vous allez voir apparaître les piliers d'analyse que nous avons fait. Alors, nous avons travaillé sur l'énergie, sur les facteurs socio-économiques et sur les conséquences d'un milieu. Comment ça se passe, en fait? Quand vous êtes en train d'analyser, ça va charger, vous aurez toutes vos entrées qui sont déjà filtrées par ce que vous avez mis avant, c'est-à-dire les catégories du cadre d'analyse qui apparaissent ici. Vous pouvez refiltrer au besoin, bien sûr, si besoin de vérification ou si vous avez besoin de diviser entre piliers d'analyse. Donc, une fois encore, les mêmes filtres qui sont ici ou qui sont ici. OK. Une fois que c'est fait, vous avez toutes vos entrées qui apparaissent ici. Alors, vous avez le choix, soit de le faire manuellement, c'est-à-dire que vous aurez des colonnes qui sont ici, vous pouvez créer votre colonne. Là, les colonnes sont déjà faites, mais normalement, elles n'y sont pas. Mettre le titre de votre analyse, mettre vos entrées, hop, vous allez prendre vos entrées ici et les faire glisser là, OK? Et ensuite, une fois que ça c'est fait, vous pourrez faire grandir votre page d'analyse et écrire. Hop. Cliquez sur ce petit bouton pour que vos sources et l'entrée apparaissent ici. Une fois que c'est fait, en cliquant sur donc, ce petit bouton-là,
pourrez agrandir mon analyse et la modifier. Donc, écrire votre analyse, qui peut être 2, 3 paragraphes. Là, j'avais mis qu'une seule entrée, donc il n'y a pas beaucoup, mais vous allez avoir toutes vos entrées. Vous pourrez jouer avec votre texte, etc. et faire un tout automatique. Une fois que ça c'est fait, vous pourrez faire votre petit analytical statement qui sera votre phrase d'accroche au début. Si besoin, vous pouvez aussi mettre vos gaps, donc vos trous d'information, vos manques d'information ici. Voilà, ça c'est la première façon de faire qui est tout manuel. Et à la fin, vous aurez donc tout ce qui apparaît ici et tous vos titres les titres d'analyse, l'analyse en tant que telle, etc., que vous pourrez ensuite utiliser pour vos rapports d'analyse. Maintenant, si je n'ai pas beaucoup de temps et que je veux faire une analyse automatique, il y a la possibilité de faire AutoCluster. Si vous cliquez là-dessus, vous aurez directement les entrées qui vont apparaître dans des colonnes seules. C'est-à-dire que le NLP, l'ordinateur va décider quelles entrées vont bien ensemble pour faire une analyse. Donc, vous aurez directement vos analyses classifiées. Il n'y aura pas encore, par contre, ces statements d'analyse et vous devrez les faire automatiser également si besoin est, mais le faire en cliquant sur certains boutons. Donc, disons que ici, nous n'avons pas encore ce statement, nous avons fait le auto-cluster et nous avons envie de faire l'analyse automatisée. On va cliquer une fois encore sur ce bouton, ce petit graphe-là que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, il faudra faire le automatic summary. Cet automatic summary s'appuie sur les entrées qui sont là. Il va vous proposer, voilà, un résumé automatique que vous pouvez utiliser tel quel, bien sûr, mais nous conseillons toujours d'avoir du personnel humain qui va revoir, qui va retravailler pour avoir une analyse tangible. C'est vraiment une base, ceci, hein, bien sûr, puisque c'est fait par ordinateur, par l'intelligence artificielle. Donc, si ça m'intéresse, je vais copier, je vais pouvoir le mettre dans mon analyse, hop, et ensuite, je pourrais aussi faire mon analytical statement. Et ensuite, simplement sauvegarder. Donc, vous aurez eu, vous voyez, une automatisation des sujets d'analyse. Donc, les entrées vont être automatiquement mises par différents sujets. Qu'est-ce qui traite de quoi? Ça peut être, par exemple, si j'étais sur la santé, les cas de choléra, le manque de structure en sanitaire, l'augmentation de la malnutrition. Donc ça, l'ordinateur le fera lui-même. Et ensuite, une fois encore, quand vous allez là, si vous faites l'automatic summary, il vous dira un résumé de toutes ces entrées que vous pourrez utiliser telles quelles si vous voulez juste avoir une compréhension, ou que vous pourrez retravailler pour avoir une véritable analyse. Vous avez d'autres fonctionnalités. Hein. Là, vous pouvez voir aussi où sont les entrées, où est-ce qu'elles sont basées. Là, on voit que les entrées qui sont données ici sur la Zambie, c'est majoritairement avec un focus ici dans la Zambie. Voilà pour le module d'analyse automatisée. Ensuite, bien sûr, vous sauvegardez et vous aurez ce que je vous ai présenté qui va apparaître ici à chaque fois. Et vous pouvez, bien sûr, créer des nouveaux piliers selon les besoins de votre analyse. Voilà pour le module d'analyse. Ensuite, vous pourrez exporter. Et ce que je voulais vous montrer, c'était aussi le report module. Mais attendez juste une seconde, je me rends compte que j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Hello? Oui. Yes, so if you want, you can open the reporting the Pakistan project. It has a good example. So you go Pakistan, write in the search bar. You can write in the search bar. The climate analysis. Yeah, okay, so perfect. Then you go to reports here, a bit down. No. Okay. Donc là, comme mon collègue le montre, on doit aller sur, une fois qu'on est toujours sur l'analyse, hein, le module d'analyse, on peut, une fois qu'on a fini d'éditer l'analyse, on va cliquer sur Reports. Créer un nouveau rapport. D'accord? Là, je vais éditer un qui a déjà été fait, mais nous, on en créera un nouveau. Voilà. Et en fait, tout ce qui va apparaître, c'est les modules d'analyse que vous avez créés, c'est-à-dire à chaque fois les analytical statements et les résumés que vous avez mis. D'accord?
Et vous pourrez bien sûr jouer avec le module d'analyse pour ajouter des images au besoin, des images du dashboard, comme on a vu tout à l'heure. Et ainsi, vous aurez votre rapport qui est pré-rempli grâce à ce module d'analyse et ce module de rapport. Voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas quand vous voulez faire ça, comme ce sont des fonctionnalités toutes nouvelles sur le DIP, n'hésitez surtout pas à contacter notre équipe du DIP qui peut vous aider à créer à la fois ces modules d'analyse, à la fois vos projets et vos cadres d'analyse, mais aussi ces rapports. Voilà. Il y a encore une chose que j'ai oublié de vous montrer sur la visualisation. C'était... alors, attendez, parce que je ne suis pas sur le bon. C'était le dashboard pour les évaluations. Donc, vous avez vu tout à l'heure qu'on avait un dashboard pour les entrées et les externalités. Et on a la même chose pour les évaluations. Donc là, vous aurez simplement à... celui-ci n'est pas beaucoup rempli, donc si j'en ai un autre qui est plus rempli. Voilà. Là, vous avez les évaluations, combien, comme je vous disais tout à l'heure, hein, combien sont coordonnées conjointes, non coordonnées, combien d'ONG ont été participées à ces rapports. Et vous avez tout un dashboard qui apparaîtra ici. Alors, ça, c'est vraiment très spécifique au projet, puisque tous les projets ne font pas un filtrage et une collecte des évaluations des données. C'est vraiment en fonction des besoins du projet et des administrateurs. Mais c'est une fonctionnalité qui existe. On peut vous donner plus de détails au besoin si vous nous contactez. Alors, je pense que je vous ai montré la plupart des fonctionnalités. Bien sûr, si vous avez... Il y a plein de boutons qu'on n'a pas pu voir ensemble de fonctionnalités, mais ça, tout est bien décrit dans le guide d'utilisation du DIP que vous trouverez sur le Zendesk. Par exemple, comment revoir les termes et la privacy, comment revoir mon compte si je veux changer pour recevoir les notifications du DIP, oui ou non par email, vous pourrez le trouver là-dedans. Ici, j'aurai toutes les notifications quand quelqu'un me met sur un projet ou me met un commentaire sur mes taggings. Ici, c'est quand je commence et que je vais voir juste à quoi ça ressemble le DIP. Donc, ce n'est pas quelque chose qui vous appartient, hein, c'est juste pour explorer le DIP. Vous pourrez voir un petit peu à quoi ça ressemble si je veux explorer. Vous verrez ici que les cadres d'analyse les plus utilisés apparaissent là. Par exemple, on a beaucoup utilisé le cadre d'analyse d'IMAP, cadre d'analyse du PAF, le PAF en anglais, etc. Ça peut bien vous aider aussi à choisir la cadre d'analyse que vous voulez utiliser en fonction de ce qui est utilisé par les autres. Les auteurs les plus vus dans les documents, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment juste pour avoir une vue globale du type et de ses capacités. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Donc, comme je l'ai bien expliqué, hein, vous avez vu les trois rôles: rôle de l'administrateur qui crée le projet, le rôle de l'utilisateur, le tagger, SDR, Officer Quality Controller, qui peut travailler, structurer les données, les exporter et voir le visuel. Et bien sûr, l'observeur qui, lui, n'est que le client, qui n'est pas impliqué dans l'administration, dans la structure du projet et qui peut voir toutes les données et exporter au besoin. On a vu aussi la plateforme avec le module d'analyse qui est tout nouveau. Et le reporting module qui vous permet d'avoir un aperçu de ce que peut être votre rapport. Voilà, je pense que nous avons fait le tour et on va retourner sur la présentation. Juste une seconde que je repartage mon écran. Ok, donc nous avons fini la démonstration. Je sais que ça a été très rapide parce qu'encore une fois, le DIP est un outil très compréhensif dans le sens où il y a beaucoup de fonctionnalités différentes.
Donc, une fois encore, je vous le répète, si vous avez besoin de certains détails, vous pouvez à la fois le trouver dans le guide d'utilisation sur la page Zendesk. Quand vous tapez le deep.io, vous pouvez aller sur la page Zendesk avec le guide d'utilisation et beaucoup d'explications autant pour vous inscrire que pour chaque fonctionnalité qui existe. Et au besoin, quand vous êtes en train de créer un projet ou d'exporter des données, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais vous donner nos contacts juste après pour vous aider au fur et à mesure du processus. Les ressources utiles. Une fois encore, je vous partagerai ce PowerPoint que vous puissiez cliquer dessus. Ici, vous avez des vidéos de formation qui peuvent vous aider également. Sur beaucoup de fonctionnalités du type, que ce soit créer un projet, créer un cadre d'analyse, créer un module d'analyse, le reporting module qu'on a vu ensemble, le registre des évaluations, etc., etc. Le guide d'utilisation dont je vous parlais, qui est sur Zendesk, il y a le lien ici également. Je vous le partagerai avec le PowerPoint. Alors, les dernières nouvelles du DIP. Donc, si vous avez bien compris, le DIP est en développement continu. Nous avons créé le DIP en 2015-2016 et depuis, beaucoup de choses sont de plus en plus automatisées, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Donc là, en ce moment, en cours, il y a l'amélioration du registre des évaluations pour que ce soit plus facile d'y accéder, plus facile de filtrer les évaluations, de les enregistrer et d'avoir un visuel. Dernièrement, nous avons eu le module d'analyse avec les résumés automatiques, celui que je vous ai montré. C'est quelque chose qui est tout nouveau, qui date d'il y a quelques mois. Nous avons aussi tout ce qui est support et formation. On a un nouveau portail Zendesk que vous pourrez trouver, un kit du formateur DIP. Donc, si vous êtes déjà sur le DIP et vous voulez former votre équipe, c'est également possible. Il faut simplement venir vers nous et nous pourrons partager parce que ce sont des dossiers qui sont pour l'instant privés, mais nous pourrons le partager. Et il y a une formation Kaya qui a été mise en place sur le DIP également, qui est pour l'instant en anglais. Ensuite, qu'est-ce qui a été mis en place très récemment? Le module de reporting que je vous ai montré. Ça, c'est un des plus nouveaux. Une autre chose qui a été mise en place récemment, c'est l'extraction automatique des entrées. Quand on était sur le tagging, sur une page de tagging, le fait que l'on puisse aller sur NLP Automatic Extract et que les entrées se fassent automatiquement avec une catégorisation automatique, c'est aussi une des fonctionnalités qui est tout à fait nouvelle sur le DIP. Il faut savoir qu'avant, le DIP était un outil majoritairement manuel et que maintenant, beaucoup de choses peuvent se faire automatiquement. Une fois encore, nous conseillons, quand vous utilisez ces fonctionnalités, d'avoir l'œil humain derrière pour vérifier la qualité des informations qui peuvent être éditées, structurées ou analysées. Le Natural Language Processing dans le DIP, donc déjà sur la plateforme, c'est ce que nous venons de voir, mais c'est juste pour récapituler. On a le tagging qui est assisté, l'extraction automatique des entrées, la mise en correspondance des cadres d'analyse, les résumés automatisés quand on fait le Analysis Module, la modélisation des sujets d'analyse, c'est-à-dire qui sont les sujets d'analyse qui sont mis ensemble, et l'amélioration de la reconnaissance des géotags dans le texte. En cours de développement, on a la reconnaissance quantitative, puisque pour l'instant, le DIP est vraiment un outil pour les données qualitatives, mais nous ne le conseillons pas quand il s'agit de fichiers Excel, puisque le DIP ne veut pas reconnaître pour l'instant des données purement quantitatives, mais c'est en cours. La mise en correspondance des cadres d'analyse qui sera plus intuitive et une amélioration des performances de la portée de l'outil de reconnaissance de texte pour tout ce qui est, bien sûr, encore une fois, l'automatisation du DIP. Nous avons un nouveau site web Natural Language Processing et pour le Handbook et APIs, ça, ce sera des choses très techniques. Si ça vous intéresse, je vous conseille d'entrer en contact avec notre équipe du DIP. Nous avons plusieurs publications récentes qui sont notamment en lien avec le DIP, si ça vous intéresse. Pour les questions et réponses, malheureusement, nous n'aurons pas beaucoup de temps aujourd'hui puisque ça fait déjà 1 heure que nous sommes sur cette démonstration. À savoir que nous allons faire une démonstration similaire pour le HNPW et ce sera le 30 avril, si vous voulez inviter d'autres collègues francophones à assister à cette démonstration. Ce sera donc dans 5 jours.
sous couvert du HNPW, donc il faut simplement s'inscrire sur le site du HNPW. En attendant, si vous avez des questions, des suggestions, nous vous conseillons de contacter le manager du projet du DEEP à cette adresse mail que je vous enverrai une fois encore avec le PowerPoint, le support technique ou tout ce qui est informel, tout ce qui est doutes, questions. Vous pouvez directement contacter Pépé, notre collègue Rosé qui est sur cet appel en ce moment, et Naïd qui est aussi un collègue qui est le manager de tout l'aspect technique du DEEP. Qui tous les deux se feront un plaisir de vous répondre. Voilà quelques liens pour retrouver le DEEP, l'application elle-même du DEEP, tout ce qui est NLP sur le DEEP. Vous pouvez nous retrouver sur X, anciennement Twitter, et vous pouvez bien sûr suivre toutes nos nouveautés sur le DEEP et toutes les formations que nous faisons, puisque vous assistez actuellement à la première démonstration du DEEP en français. Mais des démonstrations du DEEP sont faites tous les mois, tous les 2 mois, selon les langues, déjà en espagnol et en anglais, et nous allons continuer de développer ces démonstrations gratuites. Donc, si vous voulez savoir quelles sont les nouvelles fonctionnalités du DEEP, quand sont les nouvelles formations, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn. Un grand merci à vous pour avoir assisté à cette démonstration qui a été très intense en peu de temps. Donc, j'espère que vous avez réussi à suivre. Si vous avez des questions urgentes, on peut prendre 1 minute ou 2 pour y répondre. Mais encore une fois, comme on a déjà dépassé l'heure, je vais vous demander pour la plupart des questions ou pour l'aide et le soutien technique quand vous créez le projet, de vous référer. Je vais vous envoyer tout de suite le PowerPoint à mes collègues. Alors, attendez. Si vous avez des questions pendant que je cherche à vous partager ce PowerPoint, n'hésitez pas.